Et boum les gars, bienvenue au Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. C'est sans doute l'un des derniers numéros de ces éditions spéciales CrossFit Games menées tambour battant tout droit de mon salon et une fois n'est pas coutume sponsorisé par Brewdog Punk IPA, une bière post-moderne classique, si j'en crois l'étiquette de cette bière à 3 € la bouteille qui siège sur ma table. Toujours des invités très spéciaux pour animer ces éditions. Je suis ce soir avec David Lenouvel, le head coach de Reebok CrossFit Louvre et le programmeur en chef du French Rodon. Ça va Dave ? Ouais, ça va. Du coup, si c'est le dernier, ça veut dire qu'après, je peux rentrer chez moi. Exact. Tu me libères, c'est bon ? Exactement. Bonsoir. Pour vous compreniez, en fait, là, il est 22h11, on vient de regarder la finale. David est normalement un mec qui se couche, je dirais, à 18h11, okay, parce qu'il se lève tous les jours à 4h30 du matin pour aller coacher. Je lui ai fait une clé de bras, une clé de cheville pour qu'il puisse animer ce podcast avec moi. Donc c'est bon, si tu te prêtes au jeu, après je te laisse partir, je te rends même les clés de ta trottinette. Ok, bah merci à toi. Alors bonsoir à tous. Dis-moi Dave, depuis quand tu les vois toi les CrossFit Games ? Du coup, si on parle un petit peu d'historique, je pense que c'est 2012 où j'ai commencé à regarder un petit peu les CrossFit Games. On l'a suivi au travers de Daniel qui avait eu la chance et l'opportunité de partir à l'époque avec Reebok. Et à partir de 2013, on a commencé à démarrer là-bas avec l'équipe de CrossFit Louvre. Et franchement, c'est une expérience incroyable. Mais tu te rends compte, là, je regarde le classement, que Björkvin, il est pas loin d'avoir fait un de ses meilleurs classements où il avait fini 3e en 2000, j'ai plus l'année exacte, mais il y a une année où il finit 3e. Et là, tu te rends compte que sur une ou deux lunges, finalement, ça s'est joué. Il aurait pu terminer 3e aussi, donc c'est un peu dommage sur le dernier event. Yeah, c'est vrai, hein, effectivement, je crois qu'il lâche sur les toutes dernières overhand lunge. En tout cas, c'est sûr, c'est une belle satisfaction pour Björkvin. C'est que moi, à chaque fois que je vois Björkvin à l'écran et que je pense notamment à Audrey Houdet, je me rappelle qu'André, il est venu une année regarder les Invitationals chez moi et j'avais mis un vidéoprojecteur. Et à l'époque, moi personnellement, Björkvin, je savais pas trop qui c'était. C'était le tout début. Il faisait la proc, tu sais, Weightlifting 101 de Eric Lochner là. Et André, il s'était pointé. Je suis désolé, André ou Nathalie, si vous entendez ça, mais je vais faire une petite imitation. Ah, il y a ce gars dans l'équipe de l'Europe là, il s'appelle Björkvin. Ah, il a vraiment bonne technique. Et il le regardait vraiment avec les yeux de l'admiration. Ok, André, si tu écoutes ce podcast, écoute, tu es au niveau de Björkvin aujourd'hui. Et je doute pas incroyable. Que tu vas le dépasser dans pas longtemps. C'est complètement fou. Ouais, c'est clair. Après, il avait fait quelques années après, justement, André, il était parti en camp avec Weightlifting 101, où il avait commencé à s'entraîner avec eux, etc. Et c'est fou de voir que maintenant, il fait les games avec eux. C'est incroyable. Et de voir aussi que des mecs comme Björkvin ou même Annie Torres de Tir qui sont encore là après tant d'années, c'est quand même une année particulière, moi je trouve, entre ceux qui sont tout nouveaux, les tout jeunes là, qui commencent à monter et qui font des trucs incroyables, les rookies là, et ceux qui sont là depuis des années et qui tiennent encore le choc, quoi, qui sont dans les premiers. Torres de Tir 3e, Toumi elle a gagné 5 fois d'affilée, maintenant on n'en parle plus, mais c'est quand même les mêmes mecs depuis le début, plus quelques jeunes, quoi. Ouais, ça c'est certain, mais ils ont une évolution. Moi, je me rappelle de certains trucs, notamment d'André, pour continuer à parler de lui, qui m'avait raconté une histoire où il était parti, je crois, au Battle of London ou le London Throwdown. Bref, tu sais, cette compète, elle a changé de nom 1 million de fois. Ceux qui avaient explosé le parquet du stade olympique. Yes, exactement. Mais c'est possible, c'était, je crois, 2 années après. Il y a un event avec du deadlift, et donc André, c'est ses premières compètes. On doit être en 2015-2016, et il est dans la zone d'échauffement. Il s'échauffe, et en fait, il monte sur sa barre qui est genre très proche de son père. Et en fait, en même temps, c'est les hits des femmes. Et la file d'attente est juste à côté de la zone d'échauffement, tu vois. Et tout d'un coup, il y a une meuf qui le bouscule. Et c'est Sarah Simons de Tir. Elle prend sa barre qui est son père. Elle fait genre une rep tranquille. Paf, ça me fait thank you, hi. Après, elle se casse. Ah merde, je n'étais pas au courant de cette histoire. Pas mal comme anecdote, ça c'est du gros dossier. Ça a dû bien me déprimer, mais bon, ça va. Je crois qu'aujourd'hui, son deadlift, il est loin d'être dégueulasse. En tout cas, effectivement, ouais, l'édition de cette année, ce qu'on peut dire, on en avait un peu parlé hier, c'est un peu le duel entre les anciens et les modernes. On va regarder un petit peu d'abord chez les hommes. Bien sûr, forcément, le vainqueur de cette édition, Justin Medeiros, je vais pas dire une demi-surprise, mais une confirmation en tout cas du bon résultat de l'an dernier. Comme quoi, déjà, pour commencer,
on critique souvent la programmation des games, les cuts, etc. Mais alors, c'est toujours critiquable et c'est bien, ça alimente un petit peu le débat. Mais il n'empêche, quand vous commencez à voir qu'il y a certains athlètes qui, quoi qu'il arrive, peu importe le format, peu importe les cuts, finissent par sortir la tête de l'eau, vous vous rendez compte qu'ils sont vraiment fit. On aurait pu remettre en question la légitimité de Justin Medeiros à performer au plus haut niveau après la sélection de l'an passé. Bon, bah, je crois que là, il a fermé la gueule de tout le monde. Ouais, c'est sûr. Après, forcément qu'il y aura le débat dans l'avenir de dire s'il y avait eu Fraser. Mais c'est vrai que l'année dernière, il était dans les 5 qui ont eu la chance et l'opportunité de faire les games. Donc ça sous-entendait qu'il avait déjà un niveau qui était incroyable. Et cette année, il est arrivé. Alors oui, il a gagné l'event, le dernier. Mais il a quand même réussi à garder une constance sur l'ensemble des events et de se rendre compte que, comme tu dis, avec les cuts, bah, c'est toujours les mêmes. Tu vois, Penchik, il est là depuis des lustres. Björkvin, il est là. Jonikoski, il est là tout le temps. Noah Olsen, il reste quand même 10e. Donc finalement, et les deux Canadiens, forcément, Patrick Vellner et Fikoski. Fils cocu. Ouais. Et du coup, tu te rends compte que c'est toujours les mêmes et que même si on change la programmation, même si on change la manière de cutter les athlètes, bah le résultat reste le même. Parce que de toute manière, les années précédentes, tu te rendais compte qu'au fur et à mesure que les jours passaient, les hits, bah les derniers hits, ça restait tout le temps les mêmes et en fait, ça changeait pas tant que ça. Le classement au fur et à mesure où les jours passaient. Donc je pense que tu t'enlèves 20 athlètes ou que tu gardes les 20 athlètes, ça ne change pas grand-chose. Ça permet juste, au contraire, de mettre plus de spectacles en mettant peut-être plus d'events, parce qu'il y a eu, je crois qu'il y a eu quelques events en plus par rapport à certaines années. Parce qu'il me semble que je ne dis pas de conneries, avant c'était 12 events, là ils en ont fait 15. Donc c'est quand même quelques events de plus que d'habitude. Donc le fait de cutter, au contraire, ça ajoute plus de spectacles et ça crée des opportunités comme tout à l'heure où Justin Medeiros, il était à 2 doigts de perdre les games parce que s'il perdait le WOD, Patrick Vellner, il y avait moyen quand même qu'il double parce qu'il est que à 32 points derrière lui. Donc c'est pas si loin que ça, quoi. Bon, après il a pris un bouillon, Vellner est fini 11e, mais bon. Et tu sais que j'ai écouté là encore une interview de Castro. Je pense que les 15 events, ça va rester un maître étalon. Il a évoqué le fait qu'en attendant, ce qu'il comptait faire quoi qu'il arrive, c'est 15 events pour la 15e édition des CrossFit Games. C'est pour ça que j'avais un trou, j'étais en train un petit peu de compter sur mes doigts. C'est la 13 là, 13. Yes, donc bon, à mon avis, dans 2 ans, préparez-vous, le volume sera toujours au rendez-vous. Et puis pareil, on a parlé du coup de la confirmation de Justin Medeiros, mais aussi il a placé à la 7e place Guilherme Malheiros, on l'a aussi dit, mais c'est aussi une confirmation, parce que c'était quand même le champion des adolescents chez les teens. 2018, je crois. Exactement. Donc finalement, c'est une suite logique, et ça aussi c'est intéressant, parce qu'on peut se poser des questions pour les athlètes de meilleur niveau, quand est-ce qu'arrive le pic de forme. Je pense que c'est la grande nouveauté de cette édition des CrossFit Games, que ce soit chez les hommes, Guilherme Malheiros, ou également chez les femmes avec certaines athlètes comme Carrie. Ali Adams également. Et comment elle s'appelle la petite là O'Brien. Voilà, c'est ça, merci, je cherchais le prénom. Exactement. Mais c'est fou ça. Bah voilà, qui se retrouvent, donc pareil, c'est des ados, ou en tout cas des très très jeunes adultes qui se retrouvent à performer au plus haut niveau, derrière des vétérantes comme Christine Holty, Annie Torres-Dottir. Alors bon, je dis vétérantes, elles ont pas 35 ans, mais en tout cas voilà, ça veut dire que les taux se resserrent, ça veut aussi dire que c'est une génération d'athlètes qui a un énorme potentiel et qu'on n'est pas au bout de leur surprise en termes de performance. Ah non, c'est clair. C'est sûr que là, il y a quand même une différence, parce que tu vois qu'il y a quelques athlètes qui ont fait les games en 2012, 2013, 2014 et ils ont disparu. Et là, on les revoit un peu en train de faire les compétitions en Master 35, etc., qui est très intéressant déjà. Mais tu as quand même quelques athlètes qui sortent du lot, du coup, comme tous ceux que tu as annoncés juste avant, comme des Torres-Dottir et tout ça, qui eux sont restés là depuis tout le temps, en fait. Et c'était intéressant ce que disait le commentateur tout à l'heure, de dire que Torres-Dottir, c'est la seule femme qui a fait les games sur 3 décennies différentes. Donc c'est fou, quoi. Quand tu vois la vidéo, la personne, elle n'arrivait pas à faire le muscle-up. Et là, elle fait des handstand free en marchant en même temps sur les mains. Puis après, elle lève deadlift. Enfin, c'est incroyable. Et c'est vrai que les personnes, elles critiquent toujours programmation, etc., ou elles critiquent les cuts ou la manière d'organiser, mais tu te rends compte que les gens, c'est toujours les mêmes, qu'ils éclatent tout le monde et qu'ils sont toujours aussi forts. Donc, je veux dire, cette histoire de programmation, c'est pas ça qui fera la différence. J'ai reçu aujourd'hui un message d'un mec qui me disait ouais, comme quoi Nathan Burdi avait raison, la gymnastique prend toujours de plus en plus de place dans les CrossFit Games. Comme l'année où il y avait eu
les handstands sur les anneaux, parce que ça, c'était déjà il y a quelques années en fait. C'est pas faux. Mais moi, j'ai repris cette réponse. Alors, moi, j'aime beaucoup Birdie, il n'y a pas de souci. Mais je disais, mais c'est pas que la gym prend de plus en plus de place, c'est que c'est tout qui prend de plus en plus de place. Et que pour être au meilleur niveau aujourd'hui en CrossFit, bah, il faut être capable plus seulement d'être bon en haltérophilie, mais très bon. Il faut plus avoir un niveau de skill développé en gym, mais peut-être de plus en plus développé. Et que c'est un petit peu le sens même de la doctrine, de la méthodologie de CrossFit. C'est toujours repousser plus loin les limites de l'expérience et à quel point on peut aller pourchasser les différents spécialistes dans leur domaine. On sait qu'on en est loin, on le fait avec humilité, mais le mindset, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Et même, tu en avais même oublié un peu, mais je trouve qu'il y a eu quand même pas mal d'events avec beaucoup de courses cette année. Bon, pas plus qu'habituellement, mais c'est souvent quelque chose où il faut prendre en compte ça, parce que tu te rends compte que la course, c'est quand même facile à mettre en place dans un event. C'est quelque chose qui est visuel. Donc c'est sûr que quand tu vas faire des compétitions, tu vas te retrouver à avoir pas mal de courses à faire, quoi. Ça, c'est certain. Et en tout cas, ouais, je pense même en termes de distance, cette année, entre le sprint qu'on aura vu sur les premières journées, les épreuves longues, enfin du moins un peu plus longues quand on a alterné avec le toast to bar, ouais, même niveau course à pied, niveau condi, il y avait quand même ce qu'il fallait. Et puis il y a aussi beaucoup d'events qui sont terminés par un sprint où les mecs font encore qu'ils aillent chercher la ressource pour traverser ce qui est quand même l'équivalent d'un terrain de foot pour croiser ou pour croiser une ligne d'arrivée. Donc ça, c'est assez malade. Mais ça, c'est ça qui est marrant, parce que quand tu te rends compte dans les prog compétiteurs, etc., tu regardes un peu partout, tu as tout le temps de l'éco-bike, du rameur, enfin tout le temps des ergos, et ils délaissent souvent la course, alors que tu te rends compte que même dans la meilleure compétition du monde de CrossFit, finalement, de la course, combien de fois il y en a eu par rapport à des ergomètres? On n'a qu'à compter, hein. On va regarder. Hein. Mais tu regardes... il y en a eu du coup... je crois qu'on a eu l'ergomètre que 2 fois, hein, si je dis pas de bêtises. Il y a l'éco-bike en bas, il y a le run ici. Il y a éco-bike et rameur, donc on en a eu 2 fois. Et par contre, la course à pied, entre le sprint et le ski aussi. Event 3, ouais, le ski, donc 3 ergos différents. Mais la course à pied, on l'a retrouvée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc voilà, effectivement, de toute façon, en même temps, c'est peut-être l'action la plus primitive. Le fait de se déplacer comme des bipèdes. Ah, pardon, je te coupe, mais ça me fait penser à un article que je lisais l'autre jour de lui, là, Greg Glassman, l'inventeur du CrossFit. Qui ça? le gars que tout le monde a critiqué il n'y a pas si longtemps. Du coup, il disait que justement, le vélo, c'était quelque chose qui n'était pas fonctionnel, contrairement à la course à pied qui est complètement fonctionnelle, et que c'est sûr qu'il faut privilégier la course à pied au vélo, et tu te rends compte que c'est trop facile d'être dans une salle, de rentrer, de mettre sa petite musique, mettre son petit sac, mettre ses petites maniques, et d'aller faire du rameur ou du éco-bike en intervalle. Je dis pas qu'il faut pas le faire, attention, hein. Je dis simplement que c'est vrai que la course à pied, tu te rends compte qu'encore une fois, là, c'est quand même sur 4 events, sur 2 fois une fois où il y a un sprint tout seul, ensuite 2 fois où il y a du sprint avec du lourd derrière, et l'autre fois où il y a un gros volume de course à pied plus de la gymnastique. Et à côté de ça, toutes les fois où les personnes elles doivent courir en fin de workout, où elles doivent taper un petit sprint. Donc c'est sûr que c'est quelque chose que on devrait privilégier, pas plus que le reste, mais quand même de façon importante, quoi. Ouais, puis de toute façon, je pense qu'il y a une caractéristique aussi intéressante par rapport à la fonctionnalité du mouvement, c'est que oui, clairement, la course à pied a cette capacité d'être transférable à d'autres types d'exercices, que ce soit grimper, peut-être même squatter, etc. Ou même développer ou déplacer un objet, alors que c'est vrai que finalement le vélo ou le ski, je crois que pour le rameur ma démonstration marche pas trop, mais en tout cas pour le vélo cette transférabilité se trouve moins. Pourquoi est-ce que je dis que ça marche pas trop? Parce que des fois quand je tire sur la pale du rameur, j'ai l'impression que je fais un clean. Bon, en même temps la technique de mon clean est dégueulasse. Non, mais là de ce côté-là oui, hein. Moi après je critiquais pas les ergos, mais simplement que tu te rends compte que c'était parfois un peu délaissé la course. Autre chose en tout cas qui a été hyper surprenant, je pense, c'est l'event de ce matin, ce mélange de GHD sit-up, de cheese curl burpees par-dessus la haie et de déplacement du yoke. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on a vu peut-être les plus grosses disparités de niveau entre les athlètes. Je pense que le format il est quand même pour beaucoup, c'est-à-dire que l'athlète avait 2 minutes pour avoir comme une sorte de buy-in à base de GHD sit-up et de burpee avec déplacement de sandbag, pour ensuite avoir l'opportunité de déplacer un yoke quand même très lourd, 270 pour les garçons et à vue de nez à peu près 190 kg pour les filles, sur du coup l'équivalent d'un terrain de football le plus vite possible. Et s'il n'arrivait pas à traverser tout le terrain, il devait prendre une minute de pause et recommencer le cash-in à chaque fois et retenter de redéplacer encore plus loin le yoke. Et à ça, on a pu voir des garçons et des filles être capables de finir en 2 tours et d'autres complètement exploser et devoir se farcir les 3 ou 4 tours consécutifs. Donc ça, pour moi, c'était l'event aussi qui a montré sa plus grande disparité parce que, mine de rien,
en termes de programmation, cette année, on s'est quand même retrouvé pas mal. C'est-à-dire que finalement, la plupart des athlètes ont quand même eu l'opportunité de finir la plupart des WOD. Oui. Après, ça dépend des watts, oui, c'est sûr. C'était 275 kilos, je crois. Ouais. C'est incroyable. C'est lourd. C'est lourd. Après, je pense que ça dépend des events, parce que c'est vrai que celui sur le free handstand push-up, il y avait quand même moins de personnes du coup qui ont terminé l'event. Donc voilà, mais sur celui-là, ouais, il y avait peut-être plus d'opportunités de le terminer. Et le format correspondait à quelque chose où la personne, si elle se dépassait en allant un petit peu plus loin dans quelques mètres de plus, ça rendait la chose un peu plus accessible, c'est sûr. Mais c'est vrai que si on reprend l'event d'hier avec le toast to bar et le run, je crois pas qu'il y ait eu d'athlète qui n'ait pas terminé le WOD, hein, il me semble. Ouais, c'est assez fat. Tu regardes un compte Instagram qui s'appelle WOD Science. Ça me dit rien comme ça. Écoutez, si vous connaissez pas cette page Instagram qui s'appelle WOD Science, je vous invite à aller la lire. Alors, il y a à boire et à manger dans ce qui est publié, mais ils sont amusés à faire une espèce de tableau dans lequel ils essaient de récapituler un petit peu les différents events et notamment leurs difficultés ou leur degré d'intensité. Alors, je suis pas trop d'accord sur tout, mais il y avait un truc quand même intéressant, c'est qu'ils mettaient dans la classification, par exemple, un WOD comme thruster et wall walk comme étant un WOD dur, et le WOD avec la marche sur les mains, le parcours de marche sur les mains comme étant un WOD plutôt facile. Mais c'est assez pertinent ce qu'il disait. Il disait que c'était assez facile, juste dans le sens où c'était simplement basé sur ton niveau de skill, mais que en termes de travail cardio-respiratoire, etc., c'était assez limité, et que même, je dirais, plus ton niveau de skill est bon, plus le WOD est facile, parce que c'est moins pénible sur le haut de ton corps. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que si on a parmi vous qui ont envie quand même de s'entraîner, de progresser, on est toujours très focalisé sur les temps des WOD, sur les charges, sur les barres, mais c'est quand même aussi une jolie démonstration qui explique que si vous voulez tirer votre épingle du jeu dans la compétition, il faut faire tout le travail qui est pas sexy. Alors pas seulement en force, mais en haltérophilie, en gymnastique. Tout ce qui est neuro. Exactement. Tout ce qui est ce travail-là. Tu les connais, les qualités physiques neurologiques, David ? Ça peut se trouver facilement. Coordination, équilibre, agilité et précision. Mais c'est vrai que, comme on dit souvent dans nos séances d'initiation, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent à la salle pour dire « Ouais, moi, je voudrais travailler mon équilibre, je voudrais travailler ma précision, je voudrais travailler ma coordination, mon agilité. » Mais en vrai, tu te rends compte que c'est quelque chose qui est hyper important. Et je pense que la différence entre le crossfit et... Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr même. Et le HIIT ou toutes les choses où ils cherchent un petit peu à copier tout ça là, et à surfer sur la vague, c'est tu te rends compte que justement, tu dois travailler sur des skills qui sont un peu plus durs, où tu vas te toucher dans le neurologique. Et c'est sûr qu'une personne qui a un meilleur skill sur la marche sur les mains, elle va ressentir un peu la fatigue des épaules, parce que je pense qu'ils ont dû quand même ressentir la fatigue des épaules avec les watts qu'ils avaient fait les jours précédents, mais ils avaient quand même une capacité à pouvoir enchaîner le fait de monter sur les marches, monter sur l'obstacle, passer un changement d'obstacle où tu changes la position des mains. Enfin, juste le fait de changer la position des mains, c'est quand même un skill qui est incroyable. Je veux dire, déjà quand tu es en planche, que tu changes ta position pour monter sur des dumbbells, déjà il y a des athlètes pour qui c'est difficile. Je ne parle pas des athlètes e-game, bien sûr, je parle pour des athlètes en général, pour des athlètes traditionnels de salle de crossfit. Donc imaginez là, avec la tête à l'envers et les pieds dans le plafond, quoi. Et tout le reste qui va avec, quoi. Donc ça ne devait pas être facile quand même si forcément ils ont dû s'entraîner pas mal avec ça, vu qu'il y avait eu déjà un truc très proche de celui-là en 2018. Tu sais que j'aime bien geeker. Moi, voilà, quand j'ai 30 secondes, soit sur YouTube, soit sur Instagram, il y a quand même des gens que j'essaie de suivre et dont j'essaie de regarder le contenu, même parfois pour m'en inspirer. Et alors, moi, un mec vraiment que j'apprécie pour le contenu qu'il fait, parce que humainement parlant, je le connais pas, mais c'est quand même Sevan Matossian. Et il a fait toute une série d'interviews, j'en ai pas mal parlé dans le dernier podcast, pas mal d'interviews de Dave Castro, des petits updates de 10-15 minutes à la fin de chacune de ses journées. Vu qu'ils se connaissent depuis longtemps, Dave a accepté de se prêter au jeu. Et c'est assez sympa parce que c'est genre à la route, avec son téléphone, dans sa chambre d'hôtel et tout, et qu'il est éclaté, le mec, et qu'il prend le temps de répondre. Donc, quand même, pour tous les haters de Dave Castro, je vous invite quand même à aller regarder ses vidéos parce que le mec, il dit pas mal de choses assez vraies. Et il y a un truc hyper intéressant. Il parle de ce qu'on appelle, dans l'une des vidéos, il parle de ce qu'on appelle le biais de proximité. Il dit le biais de proximité, c'est quand tu t'entraînes avec un groupe de personnes et que du coup, pour toi, le meilleur des mecs avec qui tu t'entraînes, c'est celui qui vient un petit peu constituer ton plafond de verre et que tu n'arrives pas à imaginer qu'il y a un mec qui soit meilleur que lui. D'accord. Et donc s'il est meilleur, c'est, j'en sais rien moi, soit qu'il triche, soit qu'il n'existe pas, soit qu'il est chargé, etc., etc. Et moi je trouve ça hyper intéressant parce qu'on est toujours en recherche, c'est de comprendre comment agrémenter des éléments pertinents dans notre régime d'entraînement, dans le crossfit quand tu veux varier, etc. Et donc un conseil que je vous donne par rapport à cette histoire de développement de skill,
Si on reste dans nos box et qu'on ne fait que se regarder le nombril entre nous pour essayer de comprendre et de définir qu'est-ce qu'on peut lever comme charge et quel skill on peut maîtriser en termes, j'en sais rien moi, de marche sur les mains, de tricks sur les anneaux, etc., on va tous être victimes de ce biais de proximité. Tu vois qui c'est JL ? Bien entendu. Okay, c'est un de nos potes qui fait beaucoup de vidéos pour nous, notamment pour le French Rodon et qui fait beaucoup de tricks et de cascades et de parcours. Aussi, ouais. Exactement. Et j'ai fait moi des fois un ou deux trucs avec eux. Alors attention, hein, je suis nul en termes d'acrobatie, c'est une catastrophe, mais c'est plus informel que dans un club de gym où tout est très codifié et où on se sent un peu, très vite illégitime. C'est surtout la tenue qui n'aurait pas été en gym. En plus, moi j'ai que les tenues de Mélo. Alors... T'aurais pu mettre. Mais en tout cas, ce qu'il y a de cool avec ces mecs, c'est qu'ils sont hyper bons sur tout un tas de domaines et franchement, c'est pas physiquement qu'ils sont impressionnants, mais ils ouvrent beaucoup le champ des possibles sur ce qu'il est capable de faire avec le contrôle de son corps dans l'espace, pour pivoter, pour tenir des positions d'équilibre, pour changer de direction, pour naviguer entre plusieurs agrès. Et du coup, moi, je le pense, hein, là pour le coup, je rejoins complètement Birdie. Je crois qu'on est très loin de tout ce qu'on va pouvoir être capable de faire en termes de gymnastique. Je ne pense pas que la gymnastique va prendre plus de place que ce qu'elle n'en prenait déjà dans la programmation. C'est en partie des fondations du CrossFit. C'est même très bas sur la pyramide de développement de l'athlète. Par contre, c'est juste, je pense, les athlètes, les programmeurs, les coachs qui vont ouvrir un petit peu leurs œillères et se rendre compte de tout le potentiel qu'on a de progrès dans ce domaine-là. Et que c'est peut-être des dimensions de progrès qu'on a un petit peu moins dans le domaine notamment de l'haltérophilie ou de la force pure, même si dans la force on peut encore forcément, il y a toujours de la marge. Et ensuite pour tout ce qui est monostructurel, je crois que mine de rien le CrossFit a quand même pas mal aidé. On court, on rame, on grimpe à la corde, on pédale. Que c'est plutôt de la gym, le grimper de corde. Et pour moi, dans mon cas, avec mon surpoids, c'est de l'haltérophilie. Mais en tout cas, voilà, on fait de la natation, on fait du kayak, on fait du paddle. Moi, j'avoue que je rêverais de voir quand même une vraie épreuve d'escalade autre que le pegboard au sein des CrossFit Games, peut-être fou, ça. L'escalade de vitesse, par exemple, tu vois. Je pense que ce serait assez fun. Il faut que Rogue, là, ils sont ingénieux sur la mise en place. Ça va, c'est des cailloux, ils peuvent trouver. Sinon, ils vont en montagne et hop, c'est parti. Yes. Ils vont perdre des mecs. Puisqu'on en est à parler là du coup de cette dernière journée, qu'on veut faire un petit peu un récap très succinct, parce que le but c'est pas d'avoir un podcast qui soit hyper extensif, mais franchement je pense qu'on peut pas faire cet épisode sans parler de CrossFit Genas. C'est un truc de ouf. Franchement, respect à eux et félicitations. Le dernier event était incroyable. Ils tiraient la bourre avec Mayhem. Bon, ils ont pris un petit peu de retard sur la dernière partie, mais incroyable. Moi, franchement, je trouve ça vraiment bien et respect à eux, quoi. Moi, je trouve ce qui est assez malade, c'est que par la force des choses, c'est comme des athlètes que nous, on côtoie très ponctuellement. Hein. Je dis voilà, que ce soit Kako, Flo, Max et Jus, mais en attendant, ce qu'il y a de certain, et je trouve ce qu'il y a de très beau, c'est qu'on a toujours dit que la différence qu'il y avait entre Mayhem et les autres équipes, c'était quand même leur capacité à communiquer et à être une véritable équipe, à être un vrai collectif. Le Covid. Alors pour comprendre cette vanne, on est en train de regarder la remise des prix des games en même temps qu'on fait le podcast. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont l'air quand même d'avoir des règles en termes de distanciation sociale, port du masque, etc., qui leur sont toutes personnelles. Juste les juges, les pauvres. C'est les mecs qu'il faut qu'on entende le plus, mais non, ils ont enlevé ça, quoi. C'est vrai que tu mets un masque sur ta gueule, tu fais non rouge. Je comprends qu'il y a eu des problèmes de judging. Déjà que l'athlète il entend rien avec la musique, il est focalisé sur sa perf. Si toi en plus quand tu parles t'as la voix d'un mec bâillonné, c'est quand même pas évident. Il est encore là lui. Là, il y avait un master là, il est toujours là, c'est dingue. Après tant d'années. Mais pardon, il a fait le podcast. Il n'y a pas de mal. En tout cas voilà, ça pour dire qu'on a été vraiment impressionnés et puis je pense comme beaucoup d'autres transportés par la performance de CrossFit Genas. Je pense aussi que cette performance est aussi due au fait, c'est pas pour leur enlever quoi que ce soit, mais que c'est quand même le véritable retour de l'Affiliate Cup avec des règles hyper restrictives dans lesquelles mon gars, si tu habites à Tourcoing et que tu veux dire que tu es en train de t'entraîner, j'en sais rien moi, à Saint-Raph, ça va devenir un petit peu compliqué, mais c'est ce qui a fait aussi qu'on a eu de vraies équipes avec des vrais coéquipiers qui sont entraînés ensemble. Moi, ce que j'ai souvent entendu, c'est que la différence qui faisait souvent gagner Mayhem, c'était quand même leur capacité à communiquer et à travailler ensemble. Là, les quelques fois on a pu entendre CrossFit Genas parce qu'il était filmé de près, je crois que Lucas notamment, toi tu me disais, toi qui viens du rugby, c'était un vrai meneur d'hommes. Ouais, exactement, c'est ce que je disais un petit peu sur le podcast d'hier que vous avez tous écouté bien entendu, et que je pense que c'est ça qui fait la différence. Et
Après, moi, personnellement, je les connais pas plus que ça. CrossFit Génial, je vais pas faire le mytho dans le podcast. Par contre, je pense que de l'extérieur, ce que moi j'ai trouvé personnellement à mon humble niveau et à mon humble regard, c'est qu'ils avaient l'air de communiquer beaucoup ensemble. Je pense que leur coach, il a dû vachement travailler dessus parce qu'il y a les coachs et il y a les coachs, quoi. Et je pense que le coach, Florent Pariasson, c'est vraiment un vrai coach pour le coup qui a une expérience je pense, assez intéressante au niveau de la compétition et il a réussi à mettre en place et à tout de suite changer son fusil d'épaule, sachant qu'il continue à s'entraîner et qu'il a quand même un gros niveau. Mais il continue et il crée quelque chose, je pense, avec l'équipe. Après, moi, je regarde de l'extérieur. Encore une fois, je ne suis pas allé dans la boxe pour m'entraîner avec eux ou voir ou les regarder, mais de créer une équipe et une cohésion, de mettre un leader qui donne les reps. Combien d'athlètes, par exemple, paniquent quand ils prennent un no-rep avec le worm? Toi, Elie, tu les as jugés aux régionaux, tu le vois, ça. Les mecs, ils prennent un no-rep avec le worm, ils paniquent, le worm, il tombe. Après, tout le monde s'excite, etc. Et tout à l'heure, justement, sur les worm lunges, il y a eu un moment où le worm, il est retombé sur les épaules. Et il y a eu un moment d'apaisement. Il n'y a qu'une personne qui a parlé. Les trois, ils ont écouté. Et tout de suite, ils sont repartis alors ils ont failli se faire doubler par une équipe. Donc, je pense que c'est ça aussi qui fait la différence. C'est ce côté à communication, à avoir un leader dans l'équipe. On écoute le leader. S'il nous demande un truc, on le suit et c'est parti, quoi. Ouais, je crois aussi dans cette équipe, il y a beaucoup de bienveillance. Tu parlais du fait de voir des gens paniquer avec le worm. Moi, je te dis, je l'ai vécu en live une année où je jugeais aux régionaux. J'étais face à une équipe d'Espagnols et en fait, s'ils réussissaient l'event convenablement, ils allaient se qualifier pour les CrossFit Games. Et sur cet event-là, ils se sont complètement troués. Et résultat, je les ai vus au fur et à mesure complètement se décomposer. Et c'était marrant, je me faisais, je crois, un petit peu insulter par la foule en espagnol à Madrid. C'était très sympathique. Mais les quoi. Mais en attendant, voilà. Et c'est vrai qu'on a vu l'entente de l'équipe se désagréger. Et tu vois, Carole, elle est passée à la boxe il y a pas très longtemps parce qu'elle avait un crochet à faire sur Paris. Et elle s'est entraînée. Elle s'est entraînée un petit peu avec nous. La pauvre, elle nous a traînés. Enfin, du moins, moi, elle m'a traîné. Et c'était quand même hyper intéressant parce que lorsqu'on a abordé notamment la question de Max et de Jus, il y avait beaucoup de bienveillance et d'admiration dans ce que disait Carole. Et je crois que ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est une véritable équipe dans laquelle tous ils veulent forcément atteindre leur objectif, mais aussi faire en sorte que les uns et les autres deviennent meilleurs. Et par exemple, Kako, elle se mettait presque en retrait en disant mais de toute façon, voilà, un tel va devenir très bon, elle a déjà fait tellement d'efforts pour arriver au niveau qu'elle a aujourd'hui, etc. Et je pense que ça aussi, ça change la donne par rapport à certaines équipes où je vais nommer personne, parce que des fois j'ai vu des Français dans le tas, mais des mecs se pourrir la gueule. Toi, tu l'as vu aussi aux régionaux sur le dance floor, limite en train de s'insulter. Et on se dit, attends, franchement, est-ce qu'on pratique vraiment la même discipline? Est-ce que ça vaut la peine quand tu vis un petit peu le fruit de ton travail de venir se souiller comme ça? Et donc voilà, donc là, c'est quelque chose de très différent. Et aussi, comme on a pu l'évoquer, je pense vraiment que pour tous les athlètes en herbe ou les gens qui ont envie de se fixer un objectif qui peut être les CrossFit Games, mais qui peut être aussi quelque chose d'un peu plus humble, il n'y a pas de souci avec ça. C'est que du travail, de l'organisation et de la communication et ça marche. Il n'y a pas d'histoire, même pour aller regarder les filles et les adolescents qui sont en train de performer dans les élites, il n'y a pas nécessairement de poudre de perlimpinpin ou de je ne sais quoi. On veut toujours un petit peu jeter le doute et l'opprobre sur tous ces athlètes qui font des trucs de fou. Voilà, il y a du taf, ça envoie la sauce, il y a de la technique et la récompense, c'est la performance. Et je crois que David est monté sur sa trottinette. non, je suis toujours là, je regardais la cérémonie. Bah ouais, t'as vu un petit peu, on était un petit peu choqués sur la vidéo d'avant, on a vu le mec qui a levé, je sais plus combien est-ce qu'il a sur sa barre de deadlift. Mais il lève une barre là, il a une barre de salaud. Incroyable. Une barre de salaud, c'est solide, une sangle encore dura quand même, c'est un truc de ouf. Hein. C'est surtout que ça doit lui tirer de l'autre côté, c'est incroyable. Ouais, les mecs, ils ont su trouver des solutions. Hein. Alors qu'on voit aussi les teens qui sont en train d'entrer. Regardez, peut-être que celui qui a la coupe de cheveux la plus pourrie là, et avec une gouffa là, l'adolescent qui rentre, c'est peut-être lui le futur, le futur champion. Parce qu'apparemment, ça a l'air d'être un code. Ouais, c'est ça. Hein. Mais ouais. C'est incroyable, c'est vraiment bien. Je trouve cette année, les games, j'étais un peu dubitatif avant que ça démarre. Tu les as vus pas mal de fois. L'année dernière, c'était quand même particulier le fait qu'il y ait les 5-5, que ça soit orange, qu'il n'y ait pas de public et tout. Et là, quand tu regardes l'évolution entre les teens, la manière qu'ils aient introduit les adaptives et tout, franchement, ça doit être une des meilleures années. Ça doit être incroyable à vivre. C'est dommage que nous, on soit comme des petits miskins à Paris. Là. Mais je pense que les athlètes, à mon avis, ça doit être une de leurs meilleures années. Il n'y avait pas trop de pression. Enfin, bien sûr qu'il y a de la pression, mais il y avait une pression, je pense, différente et ça avait l'air quand même grandiose.
La manière dont ils ont mis en avant les teens, les masters, les handicapés, enfin les adaptifs, pardon, le fait d'introduire plus d'adolescents dedans, enfin qu'on réussit à se qualifier, même le système de qualification, je veux dire, bon, nous on est claqués, mais on a quand même réussi à faire les quarts de finale. Je veux dire, tout le monde a touché un petit peu au truc. Cette année, c'était vraiment, je pense, une année. Enfin, elle était bien réfléchie. Je pense que là, l'année de Covid, ça a dû bien leur servir aux Games. Parce que là, le système des Open, après les quarts de finale, les demi-finales, c'est dommage que nous, en Europe, on n'ait pas eu la chance d'avoir des vraies demi-finales. Ça aurait été intéressant de voir. Mais dans les années futures, quand ça va revenir et que ça fera une sorte de régionaux, mais à la sauce organisée par des box locales, quoi, ça va vraiment donner quelque chose. Je pense que dans l'avenir, là, ça va être fou. J'ai hâte de voir. En tout cas, on le sait, on a hâte de faire un fat comeback pour être capable de démontrer ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'après, nous, on a été quand même pas mal privilégiés, le fait de se déplacer, que ce soit à Carson ou à Madison pour assister aux Games. Moi, des fois, pour y travailler, pour juger ou pour commenter. Mais tu vois, du coup, cette année qui est encore un petit peu spéciale, sur laquelle il n'y avait rien de tout ça, je t'avoue que je me suis lancé le challenge à moi-même, tu vois, de regarder comme un fanboy, comme à l'ancienne, tu vois, en 2012, de me farcir toutes les vidéos YouTube que je pouvais. Et j'ai pris franchement énormément de plaisir à faire ça. En plus, je trouve qu'au niveau de la programmation, Lindsay, qu'au niveau de la programmation et de la répartition des events, même en tant que spectateur, franchement, c'est un truc de fou, quoi. Tu attendais quoi, 15-20 minutes, et puis paf, ça repartait sur un nouvel event. Donc franchement, là, ça fait 2-3 jours que je travaille pas, que j'ai fait venir des potes à la maison, et on a eu le temps de se régaler, de manger plein de bêtises, etc. Parce que le spectacle était hyper intéressant et incessant, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Je pense aussi, ces systèmes, la manière, à mon avis, je te dis, bon, c'est le débat qui n'a pas besoin d'avoir de débat, mais le côté, il y a des cuts, etc. Finalement, c'est ça qui amène le plus d'events. Parce que forcément, ça fait moins de vagues à passer, donc il y a moins d'entente entre les events, et les athlètes, ils enchaînent direct, ils retournent en zone d'échauffement, ils s'échauffent, bam bam, ils reviennent pour la suite. Donc je pense que le format de ce qu'ils ont fait là, maintenant, là, c'est quelque chose de fort, à mon avis. Cool. C'est le mot de la fin ? On regarde les athlètes manger les pizzas et récupérer leurs médailles ? Ouais, c'est sûr. Voilà, ce qu'il faut. Hein. C'est toujours les mêmes qui se lèvent là pour aller chercher leur petit truc. Je me fais gaulerie, tu verras, Fikowski, il a remis son masque. Le mec était sans masque, a transpiré avec tout le monde pendant une semaine. Et là, tu vas le repérer, il y a un mec plus grand que la moyenne. Là, tu vois, sur son cube, il a remis son masque. Ouais, je l'avais vu, j'avais remarqué. Adler. Voilà, en attendant, on espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment en regardant ces CrossFit Games, que vous allez un petit peu sourire en écoutant ces podcasts. C'était une petite analyse à chaud et un partage d'expérience, alors qu'on voit également Brooke Wells sur l'écran. Je suis en train de me demander qu'est-ce qu'elle avait du coup avec son coude. C'est une luxation. Ouais, c'est une dislocation et ils lui ont remis en place dans les 5 minutes qui ont suivi l'accident. Tu vois, si tu as écouté mon podcast qu'on a fait ce matin avec Gauthier, tu saurais qu'il y a tout ce qu'il faut dans les coursives de Madison pour pouvoir soigner les athlètes. Donc voilà, on espère que vous êtes vraiment amusés à regarder ça. On se dit à tout bientôt pour un nouvel épisode du Shaker Show, peut-être avec une interview, peut-être avec encore plus de conneries, et puis peut-être avec à nouveau David Le Nouvel en guest star. Mais en tout cas, moi j'aime bien venir. Quand tu veux. Hein. Ah, c'est parfait. À bientôt. That's CrossFit.